Cette vidéo est inspirée de faits réels. Vous pouvez vous économiser du sang et des larmes et de la transpiration en la regardant. Ce que je vous propose, c'est de raisonner sur une problématique de code asynchrone, HTTP, complexe pour un vrai projet, un peu en live, et vous montrer un peu la réflexion qui permet de résoudre ce problème. Le problème, il est très simple, c'est l'IHM que vous avez à l'écran. Vous avez un formulaire avec des critères de recherche. Très bien, l'utilisateur peut passer des commandes et faire ses listes de courses. Et en dessous, vous affichez des résultats dans un tableau. Jusque-là, tout va bien. Quoique. Le plus intéressant ici, ça va être l'ajout d'une couche de pooling. C'est-à-dire que les données dans le tableau vont devoir être poolées toutes les 15 secondes. D'accord ? Toutes les 15 secondes, les données affichées à l'écran doivent être rafraîchies en faisant un appel au serveur. Ce qui va se passer ici, dans cet exercice, c'est que tout va bien jusqu'à ce qu'on attaque une des problématiques les plus infernales quand on démarre ou même quand on continue dans le développement, ça va être la problématique des race conditions. Prenons un exemple. Imaginons qu'il n'y ait même pas de pooling dans cet écran. L'utilisateur va envoyer une première requête en renseignant des informations dans le formulaire. On va envoyer cette requête. Cette requête est en cours. Si pendant ce temps, l'utilisateur finalement change ses critères de recherche en envoyant une deuxième requête, eh bien une autre requête va partir en plus de celle qui est déjà en cours. Et le problème, c'est que ces deux requêtes vont peut-être être inversées au niveau du résultat. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il a passé sa deuxième liste de courses, sa deuxième demande, eh bien la requête va être résolue extrêmement vite, mais la première requête qui est toujours en cours va arriver après. Cette problématique est infernale quand vous faites du code avec de l'asynchrone et c'est une problématique de race condition. Ce qu'on voudrait ici, c'est garantir que les requêtes arrivent dans le même ordre que ce que l'utilisateur a demandé et annuler la première requête qui était déjà en cours pour dire « cette requête ne nous intéresse plus, maintenant on veut mapper sur la nouvelle requête ». Cette problématique de race condition, elle est résolue de manière prédictible à 100% par 4 opérateurs RxJS. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous invite à aller la voir si vous travaillez avec cette librairie et la programmation réactive pour ne plus avoir à vous soucier des race conditions. C'est terminé, ce problème a été résolu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un problème un peu plus compliqué que de choisir entre SwitchMap ou ExhaustMap. Pourquoi ? Imaginons qu'on est à la seconde 14. À T0, l'utilisateur a commencé à envoyer une première requête, elle a été résolue, et donc dans une seconde, eh bien, on va voir la requête de pooling qui va partir. Mais si au même moment, à la 14e seconde, l'utilisateur décide de changer les critères de recherche dans le tableau, eh bien, vous avez une requête qui va partir, et quelques millisecondes plus tard, vous allez avoir la requête du pooling qui va partir. Et la question qui est intéressante, c'est que dans ce cas, est-ce qu'on veut annuler le pooling pour pouvoir faire prioriser la requête de l'utilisateur, ou alors l'inverse, on ne prend pas en compte la requête de l'utilisateur et on dit c'est la requête du pooling qui fait sens. Dans ce cas, bien évidemment, c'est les demandes de l'utilisateur qui sont prioritaires. On ne va pas faire un pooling sur des critères de recherche qui sont périmés. Mais le problème, si on fait ça, ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur passe une nouvelle demande, eh bien, il faut annuler le pooling précédent et en démarrer un nouveau qui lui-même aura des requêtes. Et ces requêtes de pooling doivent elles-mêmes être gérées dans le temps de manière prédictible. Si au bout de 16 secondes, la requête du pooling n'est toujours pas revenue, qu'est-ce que vous faites du nouveau pooling qui part? Est-ce que vous attendez la requête du premier trigger de pooling ou vous en démarrez une autre pour être sûr d'avoir des données fraîches? C'est une problématique RxJS, et ça c'est une problématique de traitement asynchrone qui est plus que du débutant, même si c'est pas non plus infaisable. Donc une des premières manières de modéliser ce problème, ça serait de se dire on a un seul flux d'événements qui est du pooling toutes les 15 secondes, et par-dessus j'ai un merger avec les requêtes de l'utilisateur qui viennent à droite à gauche. Mais comme on l'a vu, ça va pas fonctionner de la même manière, puisque le pooling va avoir une stratégie exhaust map, c'est-à-dire que si au bout de 16 secondes, on n'a toujours pas obtenu la réponse, ce qu'on va vouloir faire, c'est ne pas prendre en compte ce nouveau pooling et attendre que la première requête est terminée. Et à la prochaine itération, à 30 secondes, 45 secondes, là, on balancera une nouvelle requête. Pour la stratégie des événements utilisateurs, on a plutôt une logique de switch map, c'est-à-dire que cette fois-ci, quand l'utilisateur va en saccader, faire 3 demandes différentes avant qu'on ait les réponses du back-end, eh bien ce qu'on va vouloir faire cette fois, c'est pas annuler les demandes de l'utilisateur, c'est annuler les requêtes en cours qui ne correspondent plus à ce qu'il a demandé. Donc cette fois-ci, c'est un switch map. La question, c'est concrètement dans votre code, qu'est-ce que vous devez écrire pour exprimer ça? Eh bien, je vais faire un petit dessin, ça vaut ce que ça vaut, mais l'idée, ça va être de décomposer les flux et de les réassembler pour créer le flux master final. Donc vous avez un premier flux qui va être les demandes de l'utilisateur. Donc ça va être un flux infini, d'accord? Potentiellement, ça ne se termine jamais, à moins que l'utilisateur quitte la page. Et ici, on va dire que l'utilisateur va faire 3 demandes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur balance un événement, on va vouloir projeter sur un autre flux
qui est de démarrer un pooling. Donc ici, on va projeter sur un flux qui a lieu de manière prédictible toutes les 15 secondes. D'accord? Comme ceci. Après, je vous mettrai le code pour que ce soit plus clair. Vous voyez, donc on a un flux d'événements, on va le projeter dans un autre flux. Et ce flux, toutes les 15, 30 ou 45 secondes, on va lui-même le projeter dans une requête HTTP. D'accord? Et ici, on a un flux fini qui est la requête HTTP. Ça a un début, une fin, et quand le flux a émis, il se complete. Les deux autres flux ne se complitent pas, puisque le flux et les événements utilisateurs peuvent potentiellement avoir lieu à l'infini, on veut tout le temps les écouter. Vous avez donc ici une espèce de cascade, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le flux des événements utilisateurs, le pooling à démarrer à chaque fois, et la requête HTTP. Tout ça doit être construit pour que l'affichage à la fin pour l'utilisateur soit tout le temps cohérent avec ce qu'il a demandé et avec des données rafraîchies. Ce qui est intéressant et ce que vous devez faire, c'est que vous allez construire un flux de flux d'événements utilisateurs et vous allez ici positionner un switch map entre les events et le pooling avec les requêtes HTTP. Donc là, je vais mettre un switch map entre ce flux et ce truc-là. Et ce truc-là, vous allez pouvoir le construire avec timer, qui est l'équivalent d'intervalle en RxJS, pour dire le timer toutes les 15 secondes, et vous allez pipe ici, et vous allez positionner le exhaust map entre le pooling et la requête HTTP. D'accord? Donc ici, vous avez 3 flux avec 2 projections, une switch map et une exhaust map. Ce qui se passe ici, c'est que tant que l'utilisateur n'a pas déclenché un seul événement, il n'y a pas une requête HTTP qui part. C'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'a pas saisi des critères de recherche, ça ne nous intéresse pas plus que ça d'effectuer une requête. Vous avez un formulaire vide, tableau vide. À partir du moment où l'utilisateur déclenche un premier critère de recherche, on va projeter sa demande sur un autre flux qui est un timer qui va faire des requêtes HTTP. Si on remonte à l'envers, le exhaust map va s'assurer qu'on fait un refresh que quand on en a besoin et que si les requêtes d'avant sont toujours dans le pipe pour le refresh, eh ben on ne déclenche pas de nouvelles requêtes. Donc là, ce problème est résolu. Et on va faire un switch map pour redémarrer un pooling qui va chercher les bonnes données sur les derniers critères de recherche de l'utilisateur. D'accord? Donc je remets en place, je me resubscribe sur un pooling vers le backend qui est toujours à jour avec les demandes de l'utilisateur. Et comme j'ai un switch map, mon pooling en cours, il est annulé quand la demande de l'utilisateur est terminée. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très clair. En gros, l'idée, c'est un peu ce schéma. Et ce qui vous permet de résoudre ce problème très complexe, c'est de décomposer en flux. Vous avez un flux pour le pooling, un flux pour les requêtes HTTP, un flux pour les événements utilisateurs. Quels sont les flux finis ou infinis et comment je veux les projeter avec ExhaustMap ou SwitchMap entre eux. Donc ça, c'est un workshop très intéressant, je me le suis noté pour progresser sur les problématiques de traitement de données asynchrones, la programmation réactive et RxJS. C'est un excellent entraînement, ce genre d'exercice. Et j'espère que cette vidéo peut servir plus ou moins si vous rencontrez un problème similaire. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous cherchez à vous professionnaliser dans votre production de code actuellement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser sur la chaîne quand vous en avez besoin. J'essaye de produire une vidéo sur un sujet d'ingénierie logicielle par semaine. Pas besoin de vous abonner. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne en mettant un petit pouce ou poser une question en commentaire. Ça va permettre de nous faire connaître, de donner du poids à cette chaîne pour demain interviewer des pointures dans notre industrie, un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix qu'on pourra interviewer et mettre la vidéo directement sur la chaîne. Donc vous pourrez en bénéficier. Et puis enfin, troisièmement, vous retrouverez en description sous la vidéo un workshop pour vous préparer pour votre première mission sur Angular en entreprise en 3 soirées de code. Le workshop est en libre accès, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, je propose un abonnement payant où je montre concrètement comment je code en filmant mon VS Code. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous faire payer cet abonnement par votre employeur. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo et bon code senior d'ici là. Ciao!